Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Mathieu, directeur éditorial chez Webedia, un des groupes médias leaders du divertissement en France. Son métier consiste à développer les contenus de plusieurs marques médias référentes sur le divertissement, la musique ou encore les célébrités, qui sont Pure People, Pure Trend, Terra Femina, Pure Break et Pure Media. Dans cet épisode, Mathieu nous raconte comment il est arrivé il y a 5 ans, rédacteur en chef du site Pure Charts, par la force de rencontres et de projets, sans diplôme de journaliste. Nous avons aussi discuté de l'évolution de son métier qui a dû s'adapter aux nouveaux modes de consommation de contenu et aux nouvelles façons de traiter l'information, sur l'importance d'avoir des projets à côté de son job, d'être curieux, mais aussi de Selena Gomez, de Julien Doré et encore de podcasts. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation. Salut Mathieu. Salut Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Caféine. Mathieu, tu es directeur éditorial des sites de divertissement qui sont Pure People, Pure Trend, Terra Femina, Pure Break et Pure Media. Et je me demandais, en préparant l'interview, est-ce que je peux te présenter en tant que journaliste ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que quand je me retrouve, je sais pas, dans une soirée ou peu importe, ou même un contexte informel, genre une soirée, où quelqu'un me demande c'est quoi ton métier, souvent j'ai un petit moment de bug puisque je pense que mon métier n'existe pas vraiment, enfin dans la c'est un peu un nouveau métier qui n'existait pas, je pense, il y a 5 ans, 10 ans peut-être, 5 ans, enfin bref. Du coup, les gens ont du mal à concrètement voir ce que je fais. Donc oui, en fait, par simplicité, parfois, je leur dis je suis journaliste. Et là, ils me disent ah bon, mais genre vraiment journaliste. Je dis bah j'ai une carte de presse. Et puis après, ils me disent mais t'es journaliste dans quoi ? Et là, je développe. Et effectivement, c'est important de développer parce que je ne suis pas le journaliste souvent, enfin le stéréotype du journaliste qu'ils peuvent avoir en tête, c'est-à-dire moi je fais donc déjà je suis journaliste officiellement, enfin j'ai une carte de presse, mais après je ne fais pas des enquêtes comme du photoreportage ou des enquêtes de fond, voilà, moi c'est vrai, donc je suis journaliste mais dans le divertissement comme tu l'as expliqué au début, donc voilà, sur les thématiques médias, musique, ciné, people, etc. Enfin c'est des thématiques que traitent les médias que je supervise, et sur le web, sur le digital. Donc tu as parlé de sites au début, c'est plutôt des médias, on va dire, parce qu'aujourd'hui effectivement à la base il y avait des sites, mais maintenant il y a aussi des réseaux sociaux, tout un écosystème. Donc en fait, c'est plus une approche de contenu, on va dire, de contenu de tout type, écrit, vidéo, audio, sur toutes les plateformes. Donc voilà. Mais effectivement, je suis journaliste. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter en quoi consiste ton métier de directeur éditorial ? Alors, c'est un métier qui consiste... C'est toujours difficile à expliquer. Non, alors je vais t'expliquer dans les grandes lignes, parce que je fais pas mal de trucs, mais pour synthétiser, donc il y a toute une partie autour du contenu, donc c'est-à-dire de l'innovation, trouver des nouveaux concepts éditoriaux, des nouvelles façons de traiter l'information avec en vidéo, des formats courts, des formats longs, à l'écrit. Il y a aussi de l'audio, pourquoi pas, comme là les podcasts. Donc ça, c'est voilà, vraiment du test and learn, comme un peu un laboratoire où on trouve toujours des nouveaux concepts, des nouvelles façons en fait de présenter l'information, de faire des interviews, voilà, des nouvelles façons de faire du contenu, raconter exactement comment raconter les histoires de toutes les manières possibles, à l'écrit, et voilà, de toute façon, de toutes les manières. Et il y a toute une partie de management où voilà, il y a les équipes à superviser avec les rédac chefs, donc qui sont autonomes sur leur sujet, mais où on a des échanges sur le contenu, et aussi toute la partie plus business développement, on va dire, c'est un grand mot. En gros, ça va être la partie plus brand content, où avec la régie et donc
que ce soit la partie plus commerciale ou marketing, voilà, on réfléchit à des nouvelles offres, des nouvelles façons de monétiser ces fameux contenus qu'on fait à travers du sponsoring ou de l'intégration de marques sur nos contenus. Et donc là, de réfléchir un peu main dans la main comment éditorialement on traduit les messages des marques et comment on intègre ça sur nos médias aussi sans travestir le projet de base, hein, qu'on on est un média, on n'est pas je sais pas comment dire, enfin voilà, on est un média et on intègre dessus de la publicité, donc il faut que ce soit bien fait. D'accord. Donc, tu le disais, ton métier en soi, c'est de raconter des histoires. Est-ce que depuis tout petit, tu aimais déjà écrire? Pas vraiment, en fait c'est marrant, pas vraiment, j'aimais pas vraiment écrire. Par contre depuis tout petit, c'est vrai que je suis hyper intéressé par justement tout ce qui est médias, tout ce qui est cinéma. J'étais abonné à Première, je crois, en CM2 ou en Mm. 6e, je lisais voilà, beaucoup. Alors que bon, enfin, à l'époque, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que c'était quand même, pour mon âge, assez. Je réalise maintenant en le disant que c'était quand même, je sais pas, des articles sur Bli et tout. J'étais en 6e, mais, mais, mais oui, c'est un peu bizarre. Voilà, j'adorais ça, la musique, la télé, enfin voilà, tout ce côté un peu entertainment que je retrouve aujourd'hui dans mon métier. J'adorais ça très jeune. Et donc, peut-être, je sais pas si on peut dire que tous les chemins mènent à Rome. Bon, après, on peut adorer un sujet et ne pas forcément en faire son job, mais c'est vrai que c'était un truc que j'ai aimé vraiment, vraiment, vraiment jeune, ouais. Mais quand je regarde ton parcours, t'as pas du tout fait des études de journalisme ou en Non, pas du relation tout. avec la création éditoriale. Tu as fait des études de gestion Ouais, d'entreprise et tu as travaillé après pendant 5 ans dans une banque. exactement. Alors ça, Pourquoi? Du coup, c'est... j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu t'es pas orienté tout de suite vers des études de journalisme. En fait, alors déjà journalisme, ouais, c'est vrai pourquoi j'ai pas fait ça. Euh, je pense que comme beaucoup de gens, quand on fait nos études, on avance un peu au compte-goutte, enfin petit à petit. Je sais pas trop comment te dire, mais il y avait pas de projet de projet d'études particulier. Il y avait pas de. Je me suis dit, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc à chaque fois, je suis allé vers des formations un peu généralistes. Donc voilà, j'ai fait un bac ES. Après, j'ai fait un IUT de gestion en me disant, bon, c'est un parcours en 2 ans, mais assez ouvert pour après pouvoir continuer ou pas. Enfin, je verrai avec du marketing, avec un peu de finance, de la com, etc. Après, je suis allé à l'IAE de Nantes où c'était plus voilà, un parcours un peu type qui ressemble un peu aux écoles de commerce sélectif avec voilà, gestion, market, etc. Et puis, je suis parti en Erasmus en Écosse et à la fin, j'ai fait un master de gestion à la Sorbonne à Paris. Et en fait, je ne savais pas du tout, à Paris 1, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais m'orienter. Et à la fin de l'année, il y avait une fille de mon master qui m'avait dit tiens, bah, il y a un stage à la Banque Postale que je vais sûrement pas prendre parce que j'en ai trouvé un autre. Est-ce que ça t'intéresse? Et ça m'intéressait, c'était en marketing. Sur le pricing bancaire, la stratégie tarifaire de la banque en fait. Donc un truc très marketing. Et du coup, j'ai rencontré ma responsable de stage qui m'a recruté. Et après, à la fin du stage, ils m'ont pris en CDI et je me suis retrouvé sur des rails comme ça. En fait, c'est assez bizarre, mais la vie, c'est souvent comme ça. On va d'un point à l'autre sans trop se fixer d'objectifs. On va où le vent nous mène. Et je me suis retrouvé sur des rails un peu dans cette très grosse boîte, très grosse structure, on peut dire, voilà, sur ces sujets-là. Et comment dire, ça se passait plutôt bien. Mais je, je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui n'était pas totalement en accord avec ce que je suis, je sais pas. Enfin, il y avait un truc c'est pas que ça sonnait faux parce que ça se passait bien, mais j'étais pas 100% épanoui. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'avais des gens qui faisaient des jobs qu'ils aiment beaucoup. Je regardais ça de façon un peu. Ouais, j'étais pas envieux, mais je me disais, ouais, ils ont de la chance, mais après, peut-être que voilà, on peut avoir un job qui, c'est pas non plus alimentaire, hein, j'aimais bien ce que je faisais, mais qui était
voilà, c'était pas le job forcément de mes rêves. Quand t'es petit, quand on te demande ce que tu veux faire, tu sais, en sixième, j'avais tendance à marquer des trucs du genre, je sais pas, travailler dans le cinéma ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment voilà. Bon, là, personne ne marque. J'ai envie de travailler sur les prix les prix de la carte bancaire de la banque postale. Mais en fait, c'était. Voilà, j'en avais. C'est pas que j'ai fait un deuil, mais je me disais, c'est comme ça, c'est la vie et tout. Et donc voilà, j'avance et tout. Et je rencontre un pote qui s'appelle Fadel, avec qui on décide de créer avec tout un groupe de 5-6 personnes, un blog musical, un webzine, où voilà, on écrivait des petites chroniques des sons du jour, des interviews, on faisait des chroniques d'albums, de concerts, et en fait on s'y met à fond, comme un projet à côté, vraiment, et c'était un, un projet hyper enthousiasmant. D'ailleurs, ça s'appelait Magazine musical enthousiaste. Et où on parlait de nos coups de cœur et tout. Voilà, et je faisais ça en parallèle de mon travail. Ça me prenait pas mal de temps, mais vraiment, je suis assez nostalgique de cette période parce que c'était un truc qu'on faisait beaucoup en. Comment dire En groupe. En groupe, Ouais. et sans. Il n'y avait pas de calcul derrière. On organisait aussi des soirées où il y avait beaucoup de monde qui venait. C'était un truc super. Euh, Comment dire, ouais, il y avait pas, c'était un vrai projet de potes, je sais pas comment dire, un truc où je me suis jamais dit d'ailleurs un jour, je vais faire un truc comme ça, mais avec le recul, c'est un peu, je trouve que ouais, c'était une super expérience dont je me rappellerai longtemps, qui m'a pas mal marqué, et qui va être le tremplin vers la suite, puisque donc en parallèle en développant ce projet-là, je rencontre d'autres personnes qui sont voilà, dans ce milieu. Je commence à avoir un réseau important dans la musique, à connaître les attachés de presse, certains artistes, certains autres journalistes, certains autres blogueurs, certains. Ça, Et c'était grâce au blog que bah tu oui, t'es oui, oui, fait oui, tout ce complètement. réseau-là. Ouais. Complètement, c'était, enfin, tu vois, c'était devenu vraiment, j'avais 2 jobs, quoi, parce que c'était pas juste faire une petite chronique le dimanche pendant une Ouais. demi-heure. Je faisais des interviews pendant mes pauses déj. Le soir, il y avait Ah des ouais. concerts. Enfin, en fait, c'était vraiment un truc voilà, une implication à 100%. Et tu arrivais facilement à décrocher des interviews Ouais, en étant ouais. débutant, journaliste débutant. Enfin, j'imagine que tu n'avais pas ta carte de presse encore. Non, 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 Ouais. j'avais pas de carte de presse du tout. C'était vraiment un hobby. Oui, bonne question. En fait, c'est venu très vite que de décrocher des interviews. Je pense qu'aussi c'était un peu l'époque des blogs. Alors ça, Ouais. pour remettre dans l'époque, c'était en 2000. En 2000 combien? En 2010, je pense. Début des années 2010. C'était un peu la grande époque des blogs. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait Facebook, Twitter, mais il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas, ou très peu, je pense. Enfin, c'était peut-être. Voilà, mais. Et les réseaux sociaux, c'était vraiment un truc où les potes se mettaient des Partage de messages, mais photos. voilà. Et on mettait enfin, on partageait ce qu'on faisait dessus, mais il n'y avait pas. Il y avait un vrai truc, je pense, il y avait un vrai lectorat, une appétence pour les blogs et ce genre de. Et ça marchait bien d'ailleurs, hein, ce qu'on faisait, ça marchait très bien, rapidement. Et je pense que le fait qu'on soit 6 aussi, on faisait rayonner un peu nos contenus autour de nous. On avait nos petites. Donc je pense qu'on était des sortes de micro-influenceurs les uns les autres. Et on avait les soirées, les trucs. Tout ça n'était pas vraiment. Il n'y avait pas de stratégie particulière. Comme aujourd'hui, je pense que les gens qui se lancent dans ce genre de projet, tout est. Très précis dans l'approche de contenu. Et là, c'était un petit peu voilà, à l'arrache, on va dire, mais on touchait pas mal de monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et du coup, on décrochait des interviews, oui, parce que, bah, comme je te dis rapidement, à ce moment-là, les attachés de presse étaient très intéressés pour investir un peu le web à travers justement les blogs. Il n'y avait pas les influenceurs qui est aujourd'hui, et tout ça, ça n'existait pas. Et donc, ils étaient au contraire très intéressés. Alors, ça dépendait des artistes, mais on avait accès à l'époque à des gros artistes. Assez facilement. Alors moi je sais pas, ouais, rapidement on avait je sais pas, il y avait qui, Émilie Simon, Mika, des gens comme ça, qui étaient très des gros artistes à l'époque, où on pouvait les avoir en interview. Et il y avait beaucoup de choses. Il fallait un peu y aller comme ça au culot, et puis on nous accordait des interviews et ça se passait toujours bien. Et voilà. Mais oui, pour répondre à ta question, on avait accès, ouais, facilement à des interviews. Tu te souviens de ta première interview?
C'est une bonne question. C'était quoi ma toute première interview? Je me demande si c'était pas Yel. Je me demande si c'était pas Qui était quand même Yel. une artiste à l'époque Ouais, assez connue. assez connu. C'était avant, une super interview avant un concert à l'Alhambra et c'était juste dans l'horloge. Et alors, si c'était pas la première, c'était une des premières, mais ça m'a beaucoup marqué parce que c'était très long. C'était une interview qui avait duré plus d'une heure, je pense, et 1 heure ou 2. Et on avait un peu, c'était une interview fleuve où on avait repassé un peu toute leur carrière depuis leur début, jusqu'ils venaient de jouer à Coachella. On avait un peu parlé voilà, de tout ça. C'était leur. C'était le moment où ils avaient, juste après avoir explosé, ils avaient sorti leur deuxième album et c'était à ce moment-là. Et je me rappelle qu'on avait parlé de plein de sujets, plein de thématiques, que ce soit la musique, que ce soit des thématiques plus personnelles. Ça avait été une vraie belle interview très longue. Et oui, oui, je me rappelle très bien de ça. C'était ça, ouais. Et ensuite, donc tu crées ce blog avec ce collectif. Ouais. Comment est-ce que tu as rencontré la personne qui t'a fait basculer dans le monde En fait, des marques médias? comment ça s'est fait? De façon un peu inattendue. Donc, j'avais un pote que j'avais connu, je pense, via Twitter et via justement des concerts ou des événements où j'avais dû aller, qui est Charles, qui travaillait chez Webedia à l'époque, qui était rédac chef de Pure Charts, donc qui est le premier site musical de France, et qui me dit, écoute, il y a quelqu'un qui vient de partir chez Pure Média. Moi, je suis à cheval sur Pure Média et Pure Charts. Je vais partir à 100% chez Pure Média. Donc, il y a une place libre. Est-ce que tu ne voudrais pas me remplacer? Et du coup, moi, je m'attendais pas du En tout poste de de rédac rédacteur chef. en chef, ouais. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je lui dis, écoute, j'étais un peu étonné. Et d'un autre, j'étais un peu étonné, flatté. Mais je lui dis, moi, je suis pas du tout journaliste. Pour moi, à aucun moment, je n'avais fait, comme je disais, le projet dont j'ai parlé avant, lestambours.com. Je l'avais pas du tout fait pour en faire derrière un métier. Pour moi, c'était vraiment un side project, comme les gens en font d'autres. Et voilà, et du coup, bon, j'étais étonné, mais flatté, et je lui ai dit, je sais pas, j'ai réfléchi. Et en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, bon, je viens d'avoir 30 ans, ça fait 5 ans que je suis dans mon job où, comme je l'ai dit, c'était pas non plus l'extase. En interne, ma N+1, ma chef qui m'avait recruté à l'époque, partait sur un autre poste. Je venais d'avoir une autre responsable où on m'avait fait comprendre qui était très sympa au demeurant, mais on m'avait fait comprendre qu'il faudrait que c'était important que je reste encore pour, vu qu'elle était nouvelle, pour l'accompagner en fait sur tous les sujets que je maîtrisais. Donc je traduis, j'étais pas prêt de changer de poste non plus en interne. J'étais un peu dans l'impasse en fait. Je venais d'avoir 30 ans. C'est très compliqué quand tu es dans la banque de changer de job. Enfin, je dis quand tu es dans la banque, je pense que c'est un peu pareil pour tous les jobs. Mais là, particulièrement, on en sort très difficilement. Donc, j'avais une porte de sortie. Et je me suis dit, c'était un peu l'alignement des planètes en fait. Et je me suis dit, en fait, je pense que j'ai un peu toujours rêvé de faire ça. Et j'ai rencontré certains responsables chez Webedia avec qui on a un peu discuté. Et puis en fait, j'y suis allé un peu, pas sur un coup de tête non plus, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, j'y vais. Si je me plante, en fait, si je me plante, c'est pas que c'est pas grave, mais Il ne faudra pas d'avoir je essayé. je m'en voudrais pas. Et si je me plante, je considérerais même pas m'être planté parce que je me suis dit, en fait, c'est peut-être, si je me plante, ce sera peut-être le moment aussi de rebondir peut-être sur encore autre chose, je sais pas. Je me dis, j'ai besoin de ça, et j'y vais. Et après, il y a un côté flippant, mais aussi très excitant là-dedans. Et je pense que c'est important à un moment donné de sortir de sa zone de confort et de suivre. Il y a un truc en vrai qui est aussi c'est un truc d'instinct, je trouve. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je savais que ça se passerait bien. J'avais un truc au fond de moi qui me disait, je sais que c'est fait pour moi. Ça peut paraître prétentieux, c'est pas prétentieux, mais ça peut paraître un peu. Ouais, j'ai pas fait le kamikaze à la fin parce que je
comme je le disais, j'avais déjà fait des études et une expérience qui aurait pu me permettre de retrouver de toute façon un autre job après. Je savais dans quoi je m'embarquais. C'est quelqu'un qui m'avait recruté, qui était toujours en interne, donc j'avais quand même un appui, quelqu'un qui me faisait confiance, ce qui est rassurant aussi. Enfin voilà, mais c'est peut-être tout ça aussi. Quand je parle d'instinct, c'est pas non plus voilà, mais peut-être tout ça qui m'a mis en confiance et qui a fait que je me suis lancé. Je sais pas, mais en tout cas, je le sentais bien. La boîte, je la sentais bien. C'est sur la musique, donc c'était une C'était thématique que sur tu traitais déjà dans ton exactement. blog. Ouais. Et en fait, quand Charles m'a proposé ça, je lui ai dit, mais j'y connais rien. Il m'a dit, ok, t'es pas journaliste, mais t'as la culture musicale qui te permettra largement de faire le job. T'as déjà fait du management. Tu as la vision, le truc. Moi, je te vois bien faire ça. J'ai pas du tout peur. Donc, écoute, en gros, il me dit si tu veux me remplacer, moi, je suis partant, quoi. Donc, ça s'est fait un peu précipitamment. Sur le coup, c'est vrai que ouais, non, je le sentais bien. J'avais quand même, c'est parce que ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Et je me rappelle que ma boss, donc ah bah, je peux parler d'ailleurs de ça. Enfin, je sais pas si c'est intéressant, mais mon ancienne boss, c'est la toute première personne, celle qui m'avait recruté du coup, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Quand Ouais. je lui ai annoncé, je m'attendais pas du tout à cette réaction. Elle m'a dit, oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que elle me dit, écoute. Je pense que elle me dit voilà, ici les gens t'adorent. Si tu veux revenir, je pense que tu passes un coup de fil, ils te reprendront. Mais elle dit voilà, je vois que là il y a un truc qui te tient vachement à cœur. J'ai déjà connu des gens comme toi dans ma carrière avant qui ont suivi un peu comme ça leur instinct, une opportunité et tout. Et aujourd'hui, ils ont fait des super belles carrières. Elle dit t'as une sensibilité, il y a un truc chez toi qui fait que je te vois vraiment bien là-dedans et je préfère 1000 fois savoir ça plutôt que de savoir que tu restes encore un an ou deux. Là, t'es arrivé au bout du truc sur ce poste et elle dit fonce. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Donc, tu vois, il y avait encore ce truc qui m'a Mhm. conforté. Et c'est marrant, je suis allé donc mon autre boss quand je lui en ai parlé, donc qui me connaissait moins, donc elle n'a pas eu du tout la même réaction. Je lui ai posé la question qu'est-ce que tu penses du fait de, parce qu'il y a des gens qui font ça, qu'est-ce que tu penses du fait de faire une sorte d'année sabbatique où c'est comme un peu un congé, comme un congé sabbatique que tu peux demander quand la taille de la boîte est suffisante et que tu t'y prends suffisamment à l'avance. Et en gros, la boîte te libère pendant un an, je crois que c'est renouvelable, et pendant un an, tu peux commencer un autre job, faire un projet perso, ce que tu veux. Et donc, il y a des gens qui font ça quand ils sont pas trop sûrs dans le cadre d'une reconversion, comme j'ai fait. Enfin, comme j'ai Mhm. pu faire. Il y a des gens qui demandent ça. Et elle me dit, elle m'a donné un bon conseil. Elle me dit, écoute, quand tu quittes un job, c'est comme si tu quittes quelqu'un, comme si tu quittes, je veux dire c'est comme si tu quittes sentimentalement, voilà, en couple, si tu quittes quelqu'un. Elle me dit, si tu as pris ta décision, tu pars, mais tu regardes pas derrière, tu te tournes pas et tu te retournes pas et tu te mets à fond dans le nouveau job. Et à l'inverse, elle me dit c'est pareil que dans un couple. Si tu vas avec une autre personne et que ça marche plus avec l'ancienne, bah tu te lances à fond dans la nouvelle histoire, mais elle dit tu vas pas rester avec un pied Ouais, avec c'est vrai. l'ancienne personne, un pied avec la nouvelle, et pareil pour un job. Et elle me dit si tu fais ça, elle me dit à la première contrariété, au premier problème, si tu as des coups de mou, si à un moment donné ça se passe mal, tu vas passer ton temps à te dire ok bah je reviens avec et en fait à un moment donné ça va marcher avec aucun des deux et tu vas te perdre. Et elle me dit je préfère que tu prennes plus de temps, que tu réfléchisses si tu as besoin de 2 semaines, mais elle me dit je te déconseille de faire ça. Et en fait je pense qu'elle a été de bons conseils parce que après enfin il y a peut-être des gens moi je dis ça personnellement, mais en fait au moment où j'ai pris ma décision, j'ai vraiment eu ce sentiment de ouais, c'était très excitant aussi, de moment où tu tournes la page, tu te dis ok, je me lance à corps perdu dans le nouveau Nouvelle projet, vie, ouais. nouvelle vie, c'est excitant. Et il y avait aussi ce truc où t'as peur pour plein de raisons, quoi, parce que enfin, comme je te dis, je connaissais rien, j'arrive, c'est l'inconnu, tu sais pas comment ça va se passer et tout. Et en fait, il y avait un truc, une petite voix où je me disais, ok Mathieu, ça va être, il y a plein de trucs qui sont un peu, voilà, tu sais pas trop, mais profite de ce moment, tu vois. Au moment où tu vas démarrer le nouveau job, tu vas découvrir, tu vas, tous les matins, tu vas arriver pour faire un job que t'aimes, où tu veux, où t'as les clés de la, en plus, enfin,
C'est toi qui étais rédacteur en chef. Ouais, donc, t'es un peu chef de ton truc, donc après t'as des contraintes, t'as des trucs, voilà, mais et en fait, et même dans ce moment où j'en avais tellement envie de changer de vie, donc je me disais, laisse personne te gâcher ça, les gens qui vont me dire, ah ouais, mais t'es sûr, c'est risqué, c'est machin. Ok, c'est important, on en parle et tout, mais je voulais pas, et c'est vraiment un moment que j'ai adoré. Ce truc tu vois, j'ai vraiment tenu à garder ça pour moi un peu, enfin, non, pas égoïstement, mais un peu à ce que personne me gâche mon moment, tu sais, genre, je savais que c'était c'était mon petit moment de gloire et enfin intime personnel, mais j'y tenais et en fait j'ai vraiment ouais aimé ce moment où je me rappelle je crois que ça m'était jamais arrivé le matin, donc les premiers jours où j'ai commencé, même les premiers mois et où j'ai commencé le nouveau job, où le matin je sortais du métro et je marchais vite pour arriver au bureau parce que je savais que la journée elle était excitante, que les journées elles me paraissaient au début, elle me paraissait longue. Enfin, non, pardon, elle passait. Enfin, je faisais beaucoup de choses en peu de temps. Parfois, je me disais, mais la journée, elle a passé à une vitesse. Tu vois, je mangeais sur le pouce. On faisait. Enfin, c'était hyper euphorisant. Et en fait, c'est pour ça que même si pour une raison ou une autre, ça s'était mal passé ou je sais pas, mais je sentais que j'avais pris la bonne décision. Et justement, quand tu es arrivé en tant que rédacteur en chef de Pure Charts, combien il y avait de journalistes à manager? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu leur as raconté ton parcours? Comment est-ce qu'ils ont réagi? C'était pas difficile au début, justement? Si, alors ça dépend avec. Il y avait donc. C'était une rédaction avec 3 CDI et 3 CDI et un stagiaire. Ouais, bon, bref. Enfin, 3-4 personnes, plus moi. Et effectivement, je pense qu'au début. Alors, personne ne m'a clashé. Personne m'a clashé quand je suis arrivé. Mais j'avais peur de ça et d'un autre côté, j'en avais conscience et je l'ai assumé, le fait que j'avais. C'est pas que j'avais pas de légitimité, mais oui, c'est normal que, tu vois, on te voit un peu venir, les gens dont c'est le métier, et ils voient quelqu'un arriver qui connaît un peu rien au sujet. Enfin, je connaissais pas rien au sujet, mais je connaissais rien au web, j'étais pas journaliste, je le redis, mais voilà, et donc, en fait, je l'ai un peu assumé. Alors, il y avait un garçon de l'équipe que je connaissais, bah, tu vois, il avait contribué à un blog, et du coup, je le connaissais de cette façon-là, donc, et en fait, en arrivant, alors je l'ai pas dit comme ça, mais en gros, j'ai assumé, j'ai dit, en gros, j'ai dit, écoutez les gars, moi j'ai besoin de vous, et c'est un peu, enfin, je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé. C'est que je les ai un peu intégrés au truc en disant voilà, moi je vais un peu, j'ai une vision sur ce qu'on peut faire. J'ai un peu élargi la ligne éditoriale. On a été aussi peut-être vers plus de choses qui eux leur plaisaient. J'ai mis vachement la rédaction en avant par rapport à leur goût, par rapport à leurs propositions. Et je pense et j'ai élargi aussi la ligne éditoriale pour augmenter l'audience, traiter plus de sujets, des sujets aussi qui marchent bien sur les réseaux sociaux. J'ai repris complètement à l'époque, c'était donc ça, je te dis ça, c'était en 2014. Juste pour remettre la ligne éditoriale de Pure Charts, donc on était sur 100% musique. Ouais, c'est un site musical, uniquement absolument. Musical, qui n'existe plus aujourd'hui. Si. Qui existe, mais qui est intégré à un autre site. Alors en fait, aujourd'hui, il est intégré à l'univers Pure Break. Enfin, voilà. mais il existe toujours. Mais j'en reparlerai, j'en reparle juste après. Je vais en reparler juste après. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, j'ai perdu. La ligne éditoriale globale de. Voilà, donc j'ai un peu élargi la ligne édito et et donc j'ai intégré beaucoup vraiment impliqué l'équipe là-dedans. Et moi, je leur faisais confiance justement sur les propositions de sujets, sur, on en parlait, hein, mais les propositions d'interview. On a essayé un peu aussi de faire des nouveaux formats, des nouvelles choses. Et ça a aussi un peu donné un nouveau souffle à l'équipe, je pense. Et ça s'est hyper bien passé d'un point de vue management. L'équipe a été embarquée et il y a eu, des ajustements à faire, mais honnêtement, d'un point de vue managérial et dynamique d'équipe, on a vraiment, c'était vraiment une réussite. Et en plus, comme je le disais, moi,
j'ai repris dans mon coin à ce moment-là les réseaux sociaux qui étaient Facebook notamment, où c'était le moment où ça devenait un peu le truc pour les médias pour faire de l'audience à l'époque. Donc il fallait développer les communautés, stimuler l'engagement. Donc j'y connaissais rien, repris ça, j'avais jamais été sur Google Analytics. Je passais des journées à comprendre un peu comment tout ça marchait. Et, euh, et, et en fait, et plus à côté, voilà, il y avait toute la partie aussi éditoriale. J'essayais de faire quelques interviews qui me plaisaient. J'essayais de même pas mal et d'avoir un peu une main sur tout ça. Et c'est vrai que ça s'est hyper bien passé. Le bilan à la fin de la première année était ultra positif et donc j'étais super content. Et à quel moment tu as évolué en tant que directeur éditorial, justement? Alors justement, après ça, donc Pure Charts, je m'en suis occupé pendant 2 ans. À la fin de la première année, il y a un autre média qui a voulu me recruter, mais je me disais, bon, un gros média d'ailleurs, pour qui relançait, qui faisait un reboot un peu de toute sa partie digitale. Et je me suis dit, bon, je vais pas m'épuiser. J'ai déjà, voilà, ça fait 1 an que je suis là, c'est peu. J'ai déjà fait une reconversion importante où j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, je suis resté. Je me suis dit, voilà, j'adore. Puis j'aimais beaucoup l'ambiance. Donc, avec mon équipe, ça se passait super bien. J'étais vraiment hyper heureux. Je sais ce que c'est de. Enfin, comment dire, je sais ce que c'est d'avoir un travail qui n'est pas forcément hyper ouais hyper où tu te sens pas hyper épanoui. Là j'avais vraiment, ça cochait toutes les cases en fait, tu vois, c'est à dire que le job me plaisait, l'équipe me plaisait, je me sentais à ma place en fait, je me sentais dans, j'aime bien cette expression, tu vois, des gens qui disent il faut trouver sa maison professionnellement. Oui. Bah là j'avais trouvé ma maison, tu vois, j'étais vraiment bien dans mon job et j'aimais, et même autour, tu vois, j'avais sympathisé avec d'autres gens, j'avais commencé à me faire des potes que je voyais à l'extérieur. Enfin, j'étais vraiment bien comme un poisson dans l'eau, quoi. Et Et juste, tu continuais en parallèle ton blog? non, Non, j'avais dû t'as arrêter, arrêté. j'avais vraiment plus le temps. J'avais vraiment plus le temps. Donc non, j'avais dû arrêter. Les autres continuaient et on avait encore des très bons rapports, mais non, j'avais dû arrêter. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. C'était quoi la question? Comment, comment est-ce que tu as Voilà. évolué Donc avant 2 ans, hop, 2 ans Pure Charts. À la fin des 2 ans, donc on arrive en 2016. Il y a donc le DG de la boîte de Webedia, Cédric, qui me dit donc il y a eu un groupe qui a été racheté auquel appartenaient 2 sites qui sont Film Actu et Jeux Actu. Et donc il me présente un peu le tableau. Il y a ces 2 sites-là, donc plus Pure Charts dont je m'occupais, qui vont être rapprochés de Pure Break, qui était un peu le site jeune de pop culture, mais voilà, de Webedia. Il me dit on va refaire complètement Pure Break et on va créer un pôle jeune donc dans la boîte, un pôle de sites de médias jeunes. Et il me dit est-ce que tu voudrais pas t'en occuper avec une casquette un peu plus du coup directeur de rédaction. Et Pure Break, c'était toi qui t'en occupais à Non, l'époque? Non, pas c'était du tout. Enfin, il y avait un rédac chef et non, je m'en occupais pas. Et donc l'idée, voilà, reboot complet de Pure Break, plus orienté éditorialement, plus orienté vers les influenceurs, ciné-série, un peu plus actualisé par rapport au divertissement et ce qui plaît chez les jeunes en fait. Télé. Voilà, enfin plein et musique évidemment. Et donc l'idée c'était de chapeauter un peu tout ce pôle de médias jeunes. Et donc pourquoi ils m'ont proposé ça? Parce que justement toute l'approche que j'avais eue en développant les réseaux sociaux, je m'étais vraiment mis les mains dans le cambouis. Ils avaient remarqué ça. Et donc il y avait toute une partie, voilà, il fallait un peu une vision média globale et aussi une casquette donc pour développer on va dire le produit avec la régie et donc le développer aussi commercialement, il fallait un interlocuteur qui connaisse un peu les marques, qui ait une vision un peu market et commerciale. Et donc, ça faisait aussi un peu sens avec mon ancien job et ma formation et tout. Donc, je me suis dit, j'ai foncé. Donc, par contre, ça nécessitait d'abandonner certains
certains aspects de mon travail aussi. Donc, c'est-à-dire, je pouvais moins. Alors, j'ai continué à en faire, hein, mais je pouvais moins faire d'interviews. J'intervenais de temps en temps dans des émissions, etc. Bon, bah, ça, je pouvais plus le faire, j'avais plus le temps. Après, c'était une approche contenu aussi différente parce que j'étais plus dans les concepts éditoriaux, plus dans la validation aussi de certaines. Comment on organise la production éditoriale, comment on diffuse le contenu. Voilà, il y avait toute une nouvelle dimension qui m'a intéressé aussi, et je me suis dit que j'allais pas me... Comment dire, c'était intéressant pour moi. En fait, j'ai toujours besoin d'apprendre. J'ai adoré ça, débarquer, apprendre, découvrir tout cet univers, comment fonctionne tout ça. Et donc, ça m'a plu, en fait, ce nouveau challenge. Et donc, j'y suis allé. En plus, voilà, on me l'a proposé un peu comme ça, en me disant, j'aime bien l'approche, en fait, de se dire, tiens, on te fait confiance, est-ce que tu veux faire ça? Bon, bah, j'y vais. Et à chaque fois, en fait, que je prends un job, enfin, depuis, du coup, que je suis chez Webedia, j'essaie d'aller un peu au-delà. Et donc, c'est en prenant ce job-là, je suis allé aussi encore un peu au-delà, où j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo, à développer des formats un peu comme ce qui commençait à se faire sur C'était certains le début médias. des petits Voilà, formats c'était viraux. exactement les formats viraux et tout. Donc j'ai commencé à faire ça, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on m'a dit, franchement, ce que tu as fait sur la vidéo, c'est chouette. Est-ce que tu voudrais pas le développer sur les autres sites un peu entertainment du pôle, donc notamment Pure People, développer la vidéo sur Pure Média en transverse. J'ai dit bon, pourquoi pas. En cours d'année, la mode, on m'a aussi intégré la mode de beauté dans mon scope. Et à la fin de l'année, donc mon N+1 est parti monter une filiale, donc en gros il libérait la place, et donc je suis devenu directeur édito du pôle. Donc, comme je disais, avec une partie innovation, développement de contenu, une partie management des équipes éditoriales et une partie donc de BizDev. Et c'est pour ça qu'en fait, en 4-5 ans, j'ai changé quasiment de job tous les ans. Et je me suis donc retrouvé donc, à ce job-là un peu, c'est pas par hasard, parce que c'est quand même du travail. Et comme je disais, il y a aussi un truc de s'intéresser à plein de choses qui fait qu'après on t'en confie d'autres. Et souvent quand on me demande mais comment les gens ils me disent on m'a souvent demandé comment ah ouais c'est dingue comme job, t'as beaucoup progressé très vite et tout, et c'est bizarre, j'ai souvent envie de dire j'ai eu beaucoup de chance, mais d'un autre côté, parce que c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier et je me suis lancé. Mais d'un autre côté, je sais pas si c'est que de la chance, c'est aussi T'as beaucoup travaillé pour ça et tu t'es donné les moyens du travail, d'aller et plus c'est loin aussi que ton job. et de l'envie et d'aimer ce qu'on fait, en fait. Je pense que c'est Ouais. un peu la clé du truc, d'aimer ce qu'on fait, et de s'intéresser aussi, tu vois, c'est une curiosité, c'est c'est tout un tas de choses. Et je sais pas, peut-être que même si j'avais pas rencontré Charles qui m'a lancé chez Webedia, et après voilà, peut-être que il se serait passé quand même quelque chose. Je sais pas, j'ai tendance à croire, à penser, ou alors j'aurais été vraiment éternellement frustré, mais que à la fin, peut-être que ça aurait été par d'autres chemins, d'autres rencontres, d'autres parcours, mais j'aurais fini par me rapprocher d'un job qui me correspond plus comme ça, ou en tout cas j'espère, parce que voilà, mais et peut-être qu'à la fin tous les chemins mènent à Rome, je sais pas, mais je pense qu'il aurait fallu, en tout cas, j'ai trouvé ma voie, ça c'est sûr. Comment tu fais pour trouver toujours de nouvelles idées? Parce qu'il faut sans cesse savoir se renouveler, surtout quand tu travailles sur des médias qui sont totalement différents, qui traitent de la mode beauté, du divertissement ou des célébrités. À chaque fois, tu trouves des nouvelles formules, on va dire, de vidéos Ouais. très virales, très innovantes. Comment tu fais? Après, Comment- je suis pas, je suis pas un magicien avec une baguette magique. Et en fait, déjà, je travaille beaucoup en équipe. Moi, j'adore ça. Comme je l'ai dit, enfin, voilà, c'est vraiment un truc que j'aime dans ce job, un peu de travailler en mode collaboratif avec des gens qui on échange des idées, on brainstorm, on teste, on ajuste. C'est-à-dire qu'on a une idée, après on la teste, et on fait du test and learn. Et parfois on kill et on fait d'autres choses. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et
En fait, le truc, c'est que je m'intéresse à énormément de choses aussi pour me nourrir de tout ça. Ce qui peut être d'ailleurs fatigant, mais parce que c'est jamais fini. Mais je lis énormément, toute la presse. Je regarde le web, je regarde beaucoup tout le temps ce qui s'y passe pour comprendre le langage, pour voir ce qui s'y fait, pour voir ce qui plaît, ce qui marche auprès des communautés, comment en fait comment ça se passe. Et puis je lis aussi je lis beaucoup de livres, de romans, d'essais. J'écoute beaucoup la radio. En fait, je me nourris énormément et aussi des gens. Juste, faut écouter ce que disent les gens et le. Je me rappelle un jour, mon père m'avait dit il me dit, t'as une qualité, c'est que t'as le goût des autres, dans le sens où j'arrive et je m'en étais pas rendu compte, mais j'arrive souvent à ne pas comment dire, regarder les choses en fonction de moi, de mes propres goûts, d'un prisme personnel. J'essaie toujours peut-être pas de me mettre à la place des gens, mais de comprendre pourquoi ça plaît à telle personne ou pourquoi il y a des choses qui m'échappent complètement mais qui plaisent à énormément de monde. Et c'est jamais un truc que j'adore. C'est pour ça que j'adore d'ailleurs la pop culture, la culture aussi de masse et du fait qu'est-ce qui touche les gens en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et de comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi, en quoi est-ce que ça dit de l'époque aussi. C'est des choses qui m'interrogent beaucoup, sur lesquelles je réfléchis pas mal. Et quelle est la chose que tu préfères dans ton boulot aujourd'hui ? Mon job, il est tellement éparpillé. En fait, je pense que ce que je préfère aujourd'hui, c'est trouver trouver, c'est un grand mot déjà, mais réfléchir à des nouvelles pistes, investir des nouveaux territoires inexplorés. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans le digital. C'est que, le digital, ça paraît, je sais pas pourquoi ça paraît toujours un peu ringard comme mot, mais cette espèce de nébuleuse là, c'est que il y a énormément de territoires inexplorés et que c'est l'univers des possibles. Alors, et ça change tout le temps, tous les 6 mois. Alors, c'est sûr qu'on a des contraintes, on n'a pas toujours autant de moyens qu'on voudrait, mais on en a quand même, je trouve, suffisamment pour faire des choses. Il y a un truc qui m'a plu aussi, j'ai vu en arrivant dans le web par rapport à mon ancien job, c'est qu'on avait beaucoup moins de moyens. Moi, quand je travaillais dans la banque, je pouvais, pour un projet donné, je pouvais prendre une agence créa, je pouvais prendre un CDD pour m'accompagner, pour, je sais pas, un projet d'une envergure, on va dire, limitée. Et pour autant, c'était très long. Il y avait il y avait des cercles, des cycles de validation. C'était un peu fastidieux. Et alors que, en arrivant dans le web, il y a un truc que j'aime, c'est que tu as une idée, hop, tu peux la mettre en prod et limite la tester le jour même ou le lendemain. Alors là, je caricature, parce qu'il y a des choses qui demandent plus on n'a pas toujours le temps de le faire, mais c'est ça qui m'excite toujours autant aujourd'hui. Et ce que j'aime, pour répondre à ta question, c'est ce que j'aime dans mon métier. Je crois que c'est toujours un peu ça. Alors, à la base, ça allait être peut-être un concept à l'écrit il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça va être ce que je vais aimer, c'est tester un nouveau modèle de contenu, peut-être de programme vidéo. J'ai sur une idée de base, se dire tiens, est-ce qu'on n'en ferait pas une série de programmes, est-ce qu'on n'en ferait pas un podcast, est-ce qu'on n'en ferait pas, voilà, c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est cette espèce de gymnastique sur un sujet donné, tordre la matière pour parvenir à l'emmener là où on veut, avec toutes les plateformes possibles qui nous offrent des opportunités. Et on va dire que c'est ça, et avec en plus derrière le challenge de se dire à la fin de l'année comment mon modèle de médias sera aussi rentable. Donc c'est aussi un truc à plusieurs vitesses ou plusieurs casquettes, je sais pas comment expliquer ça, mais qui m'intéresse. Et quand tu arrives à cocher toutes les cases et à relever ce défi-là, je trouve que c'est un vrai c'est un truc vraiment hyper épanouissant. Enfin, hyper. J'ai déjà dit épanouissant plein de fois ce mot, mais c'est bien. mais je voudrais. Ok. Mais j'aurais bien aimé trouver un autre, mais bon, voilà. C'est un truc où à ce moment-là, c'est un truc. T'es fier, quoi. En vivant. Ouais. Et est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager depuis que t'es arrivé chez Pure Charts?
J'en ai plein, donc... Une interview qui t'a marqué, une rencontre euh, dans le bon ou dans le mauvais sens, hein. Ah, c'est bizarre comme... Oui, c'est dingue comme Parce que question, parce c'est que... vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais t'as interviewé quand même pas mal de célébrités. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué peut-être qu'une autre? Euh, Je me souviens de... Il y a eu plusieurs interviews, plusieurs rencontres, ouais, qui m'ont marqué. Ce que j'aime dans les interviews, c'est bon, la personne, elle te raconte, voilà, enfin, elle te parle de son actu, elle te répond à tes questions, etc. Ce que j'aime, moi, c'est un peu comprendre, voir j'aime bien toucher l'intime, tu vois. Enfin, alors après, ça paraît comme ça des grands mots, hein, je suis pas non plus. Comment elle s'appelle, Thé ou Café. Catherine Sellac, c'est moi. Non, non, ni Marc-Olivier Fogiel et son divan, c'est pas moi non plus, mais j'aime bien, il y a un truc et j'aime bien ouais, voir un peu ce que la personne, qui elle est vraiment à travers ce qu'elle te dit, et là, petit à petit, on est en confiance, et être dans des... j'aime bien être surpris, j'aime bien voir ce qu'il y a derrière, et ouais, il y a plusieurs interviews comme ça où je trouve que j'ai approché des trucs, des trucs intéressants. Je me rappelle de Julien Doré où Julien Doré, au début des interviews, je sais pas s'il est tout le temps comme ça, voilà, mais je pense que j'ai interviewé 2 fois, et il était un peu, au début, il est toujours un peu, c'est pas qu'il est désagréable, il est un peu distant, méfiant peut-être, et je me rappelle que bon, l'interview était basique, il était un peu, voilà, c'était pas, il y avait pas tellement de complicité, et vers la fin, je lui Et dis ça te déstabilise pas? non, Non. parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais clients pour les interviews. Euh, ça- les gens que tu rencontres, je pense que tu peux toujours en tirer quelque chose en fonction des questions que tu lui poses, et en fonction de comment il va avoir envie d'y répondre. Donc en fait, il y a toute une phase pour moi de... Il faut mettre en confiance la personne, mais le montrer que tu es son allié, parce qu'en vrai, à la fin... Enfin, je pense que ça dépend des journalistes, mais moi, à la fin, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, la connaître, la personne, et la mettre bien en valeur. Je sais pas comment dire. Enfin, tu vois, il y a vraiment une démarche positive là-dedans. Et quand la personne, elle comprend ça, après, et que tu lui poses les bonnes questions, tu arrives à en tirer des choses très intéressantes. Et donc, ouais, c'est vrai que non, ça me déstabilise pas. Je me dis, c'est une phase... on s'apprivoise au début, donc c'est normal. Et je commence à lui dire... qu'est-ce que je lui raconte? Ah oui, je lui dis, je sais pas pourquoi. Donc un moment, bon voilà, truc classique machin, et je lui lis un extrait d'une bio que j'avais reçu où Georges Brassens disait qu'il était fan de Claude François, et un truc improbable. Et je lui demande ce que ça lui évoque, et là, révélation, je vois son visage qui change, et il me dit mais ça me fait plaisir de lire ça et d'entendre ça. Et il se met à me dire que lui, il, c'est un truc qui le touche beaucoup, justement, le rapport direct aux choses, à la musique, et que le rapport, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Et il commence à me dire que quand il était jeune, il écoutait La Rousseau dans sa voiture en allant travailler, et que c'est un truc qui revendique à fond, et si tu veux, il se révèle, il s'illumine, il se met à me dire plein de choses très intéressantes et tout. Et donc ça, je me rappelle que c'était un bon moment d'interview. Je me rappelle aussi d'un truc intéressant, c'était Selena Gomez, qui, donc, interview assez... J'avais 5 minutes, les questions avaient été relues. Juste avant, il y avait eu un gros merdier avec... un problème de quelqu'un qui, enfin bon, elle voulait tout annuler. Bon, c'est très compliqué les Et inters. ils lisent les interviews avant que vous les posiez à Là, c'était l'artiste? très touchy. Il y avait eu un mini scandale avant avec un journaliste qui lui avait posé une question qui l'avait dérangé. Et donc, ils avaient voulu relire les questions, le staff. Bon,
Je fais l'interview qui se passe très bien, ça dure 10 minutes. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est un peu tout ce que j'ai vu autour. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai raconté. C'est un peu cette espèce de créature que en fait, à la fin de l'interview, elle est partie dans une autre pièce et donc au moment où je suis retourné chercher mon sac, elle était seule dans la pièce avec le regard dans le vide et c'est un moment qui m'a au-delà de l'interview, le moment lui-même que j'ai trouvé intéressant parce que c'était cette espèce de personnalité qui a grandi depuis qu'elle est toute petite, qui a grandi observée, qui a jamais eu d'enfance et qui sera jamais d'ailleurs vraiment un adulte indépendant, qui sera toujours qui a tout parce que qui est suivi par je sais plus de 200 millions de personnes et finalement qui est profondément malheureuse. Et ça c'est un truc qui m'a vachement que j'ai vu de près du coup et qui m'a interpellé et qui m'a intéressé. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais raconté tout au début de mon interview. J'avais écrit un long truc dessus. Donc de voir un peu cette jeune fille paumée qui vit à travers le dont la vie est observée par des centaines de millions de gens depuis qu'elle a 7 ans et en fait rien ne lui appartient et je sais pas, c'est un truc qui me fascine beaucoup ça. J'adore les icônes les icônes populaires comme ça qui sont adulées et qui n'ont comment dire, qui ont pas grand qu'on qui ont tout et qui ont rien. Finalement, je pense qu'elle rêverait d'une vie comme n'importe qui. Et c'est un truc que j'ai pu percevoir à travers quelques questions que j'ai posées et en l'observant beaucoup avant, pendant, après. Est-ce qu'il y a une personnalité ou un journaliste que tu rêverais d'interviewer? Un Est-ce que c'est journaliste. plutôt, je sais pas, une star de la musique internationale, un politique, un journaliste Non, il y a quelqu'un que j'aimerais bien interviewer. Si, c'est Allez, on bon, lance un appel. j'ai la réponse, c'est Xavier Dolan. Parce Ah, que, comme je disais, il a cette approche, un peu comme je l'écrivais juste avant quand je parlais de Julien Doré. Il aime bien il aime bien le rapport direct au- à ce qu'on ressent. C'est pour ça mm, que il dit, si dans ses films, par exemple, souvent les personnages, ils dansent. Dans Mommy, par exemple, il danse dans la cuisine sur Céline Dion et il avait mm. dit, mais en fait, c'est important de montrer ça parce que dans la vraie vie, les gens, ils aiment ce que ça leur procure. Enfin, c'est un plaisir direct, simple et important que ce rapport-là. Et donc, je pense, c'est pour ça qu'il fait cette espèce de cinéma pop très référencé à des films grand public de Maman, j'ai raté l'avion, etc. Et il y a un rapport à ça que je trouve qui m'intéresse. Et c'est une personnalité aussi que j'aime bien parce qu'il est très critiqué pour plein de raisons et qui sont parfois vraies, enfin parfois ou que je partage, mais des arguments que je partage, mais il y a un truc chez lui que je trouve, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il fait pas de compromis. Il est comme il est, avec ses défauts, il répond parfois maladroitement, et j'aimerais bien voir ce que c'est d'être aussi jeune, aussi à la tête de projets aussi quand même ambitieux, parce que ces films ils sont de plus en plus suivis, avec de plus en plus d'acteurs très connus. Ça reste des films d'auteur où il raconte ses histoires, sa vision des choses, et donc et puis même sa filmographie, même si elle est pas, je sais pas, il a 5 6 films que j'ai tous vus d'ailleurs, je la trouve intéressante. Dans chaque chose raconte, il y a toujours un fil rouge entre chaque film, je trouve, puisque c'est lui en fait ce qu'il raconte aussi, mais malgré tout il y a toujours une brique, il y a toujours un truc, donc c'est une personnalité vraiment que j'aimerais bien rencontrer et qui m'intrigue. Mais c'est parfois compliqué de rencontrer des gens qui nous fascinent et dont on aime le travail parce que on peut être déçu. Il y a des gens qui parfois, tu les rencontres, tu as préparé l'interview, tu as essayé de comprendre ce qu'il veut dire dans son film ou dans ses textes et tout, et en fait, tu as beaucoup trop intellectualisé. La personne, elle est, oui, bah en fait, mes inspirations, j'en avais pas plus que ça, ou j'ai fait juste ce qui me plaisait, enfin voilà. Et Et toi, c'était déjà arrivé ça? ouais, Plusieurs fois? quelquefois. Et ouais, les gens parfois peuvent être décevants.
Et c'est pour ça qu'il faut pas. Il y a des gens qui disent qu'il faut jamais rencontrer ses idoles, et je pense que c'est vrai, parce que on projette beaucoup de choses. Et quand je dis idole, ça peut passer d'un auteur connu à tout, même un politique, je pense. Tu vois, je pense qu'on sacralise beaucoup les choses et les gens à travers ce qu'on lit et ce qu'on projette sur eux. Et parfois, quand vraiment les gens nous tiennent en tout cas, ce qu'ils ont produit nous tient à cœur. Je pense qu'il faut parfois préserver ça et garder. C'est un peu comme un fantasme en fait. Je pense qu'il faut conserver ce truc. Et c'est vrai que de tous les gens que j'ai rencontrés, certains ont parfois été un peu, un peu décevants, ou n'étaient pas aussi inspirants que je l'aurais imaginé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de consommation via Internet, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que la télévision a un avenir? Euh, Oui, je pense que oui. En fait, je pense que oui et non. En fait, la télévision aujourd'hui, ça reste encore un média extrêmement suivi, avec des millions de téléspectateurs en direct chaque jour. Je pense que pour tous les événements en direct, comme le foot, etc., ça reste encore, ça fédère encore, mais voilà, un public de façon inégalée. Après, est-ce que ça a un avenir? Je pense que c'est pas. On voit qu'aujourd'hui, les Non. jeunes consomment de moins en moins la Ouais, télé. les jeunes consomment de moins en moins la télé. Aujourd'hui, tout est très délinéarisé, c'est-à-dire que les programmes, on les consomme plus. Je pense que ça existe encore, mais c'est franchement pas. Les nouvelles générations sont franchement pas dans cette démarche-là, c'est-à-dire plus personne ne prend son télépoche et entoure. Joséphine Ange Gardien lundi, faut pas qu'on oublie. Mais donc personne ne fait ça aujourd'hui. Les gens ils consomment tout voilà, on voit Netflix. C'est un très bon exemple. Et si ça se trouve, Netflix, dans 10 ans, on le regardera comme un dinosaure, et il y aura eu encore des nouvelles choses, je sais pas, mais aujourd'hui on consomme tout de façon un peu à la carte. C'est ce que je dis quand je dis délinéarisé, c'est dur à dire. Ou comme les podcasts qui sont, voilà, donc il y a le podcast natif comme celui que tu fais, ou le podcast en replay, ça c'est voilà, on écoute beaucoup aussi, ça marche très fort, les émissions qu'on écoute après coup. Pareil à la télé où le replay marche beaucoup. Donc je pense que la télé, comme on la connaît, elle va petit à petit se transformer, et elle fonctionnera différemment, je sais pas comment, mais en module, les programmes de flux, ils vont aussi changer, ils vont s'adapter. Aujourd'hui, ça reste très fort, mais ça va évoluer. Après, est-ce que ça a un avenir? Je sais pas. En tout cas, euh, je pense que elle va devoir s'adapter. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des livres ou des émissions à conseiller? Toi que tu consommes, que t'aimes bien, voilà, Oui, qu'est-ce que je pourrais. partager. Des émissions que je consomme. Alors, moi, j'aime beaucoup Boomerang de Augustin Trapenard, que tu écoutes aussi. Sur France Inter. Sur France Inter. J'aime beaucoup Caféine. Le podcast. Merci Mathieu. Qu'est-ce que j'écoute? J'adore lire des longs portraits. Donc, j'adore Vanity Fair. Ouais. Voilà, avec souvent des personnalités d'un monde qui n'existe plus, ou des gens de l'ombre. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le Society. Comme émission, j'aime aussi. Il y en a tellement. Le Masque et la Plume. À la télé, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde à la télé? Je crois que je ne regarde rien. Si ce n'est, je regarde certaines séries Netflix, mais j'essaye de ne pas être esclave non plus du concept de c'est la série du moment, il faut la regarder, et en fait on en regarde plein. J'essaye de regarder vraiment des choses qui me plaisent, qui m'intéressent, de ne pas céder au FOMO, tu sais, le fear of missing out, c'est-à-dire de vouloir tout voir. Enfin voilà, j'essaie de regarder uniquement des choses qui m'intéressent, même si c'est compliqué.
En ce moment, je regarde Hippocrate, que je trouve une série intéressante. Et comme podcast, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Bah, j'aimais bien Nouvelle École, mais ça s'arrête. Voilà, je suis un peu à court parce que j'ai pas réfléchi à ça, mais voilà, sur les émissions que je suis et les médias que je suis. Et quels sont tes prochains projets? J'aimerais bien développer un podcast. J'ai plein d'idées ou aider des gens à développer des podcasts. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Parce que ce que j'aime dans ce média, c'est que c'est vraiment un média T'es libre. où tu es libre et tu racontes des vraies histoires. Parce que tu es affranchi de l'image. Ça Des peut codes, durer en fait, que des peut te- codes. Alors, il y a d'autres codes, mais en tout cas, et c'est un média. Il y a un truc que j'aimais bien, quelqu'un avait dit, c'est le média des minorités dans le sens où c'est pas un média de masse, et du coup il permet à plein de gens qu'on voit pas, voilà, pour plaire au plus grand public, qu'on voit pas forcément dans les médias et qui prennent la parole. Donc c'est pour ça, tu vois, La Poudre, qui est un des podcasts qui marche le plus, qui est un média, un podcast féministe, où aujourd'hui va lancer une émission féministe à la télé. Je pense que les audiences seraient quand même compliquées. Et là, c'est un média qui trouve son public et qui marche et qui fait vraiment un truc hyper riche où il raconte des histoires. Donc ça, c'est un truc qui me plaît. Mais je vois par exemple aussi J'aime bien aussi la façon dont les histoires sont racontées. Parce que tout est possible. On peut scénariser les choses, on peut en faire des séries, on peut en faire des fictions. Et finalement, parfois, tout ça se mélange, comme ce qu'a fait Anouk Perry avec la chlamydia, qui m'a filé la chlamydia, où voilà, c'est une sorte de Cluedo, où elle retrouve un peu des gens pour... autour d'un thème comme d'une IST. En fait, c'est informatif, c'est aussi captivant, il y a une narration très, très, très poussée. Et donc ça, j'aime bien aussi le mélange un peu des genres comme ça, et c'est ultra incarné. Donc c'est un truc enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant aussi poussé. Alors, en fait, quand je dis qu'on n'a jamais vu avant, c'est pas tout à fait vrai, parce que finalement, je pense que là, c'est toujours un éternel recommencement. Tu vois, là, ce genre de programme, ça existait auparavant. Peut-être pas sur ces thèmes-là, d'ailleurs. Le podcast, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de parler de thèmes qui avant étaient peut-être trop dérangeants ou trop sulfureux ou trop voilà ou qu'on aurait eu peut-être la nuit sur certaines radios, mais voilà, maintenant c'est un truc qui est plus facile à mettre en avant. Mais le nouveau blog finalement. C'est le nouveau blog, et c'est un truc que quand je dis que c'est toujours, en fait, il y a jamais de regarde les télécrochets, ça existe depuis toujours, depuis que la télé existe. Le télécrochet existe, on a des images en noir et blanc, voilà. Et aujourd'hui, ça reste encore un des premiers programmes de TF1, The Voice. En fait, je pense que les choses, c'est un peu rien de secret, tout se transforme, tu vois. C'est que il y aura toujours je pense qu'il faut jamais se dire c'est la fin, tu vois. Par exemple, c'est la fin des médias puisque avec Internet et machin. Non, je pense qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, c'est juste Netflix à lui-même, il a créé un média en fait. Alors ok, c'est une plateforme, il crée son propre contenu. Et aujourd'hui, les gens le consomment comme un média en tant que tel. Et c'est juste que c'est une approche différente, mais il y aura toujours du contenu, il y aura toujours, on racontera toujours des histoires. Ça passe par, au début c'était le papier, après il y a eu le web qui s'est rajouté à ça. Maintenant, il y a, et tout ça avec la radio et tout. C'est juste que en fait, tout ça existe toujours, seulement on le raconte différemment, avec d'autres outils, c'est plateformisé avec d'autres moyens, mais en fait, je pense que ça existera toujours et que le métier, il se transformera, et que je pense qu'en fait, il faut s'adapter. On peut à un moment donné ne plus être en phase avec tout ça, ça peut arriver, je le serai peut-être plus un jour, mais c'est un truc, et c'est pas grave. Je pense que très peu de choses sont graves d'ailleurs, et qu'il faut pas voir ça de façon tragique. Il faut juste voilà, se dire que les modes de consommation et d'usage évoluent, et que on racontera toujours des histoires en fait, mais pas de la même façon. Et dernière question, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va? Si on veut en savoir plus sur moi, si on veut sur Twitter. Si on veut en savoir plus sur moi, on peut aller sur Twitter.
On peut aller sur... en fait, je sais même pas, parce que est-ce que Twitter, ça dit des choses sur moi? Oui, on peut aller, hein, mais en fait, je crois que le mieux pour apprendre à connaître les gens, c'est aussi de discuter, d'aller boire des cafés. Moi, c'est un truc que j'adore faire quand je rencontre quelqu'un, même dans une soirée où on sympathise. J'adore la semaine suivante ou d'après caler un déj ou un dîner ou un petit déj ou un café ou sympathiser, se revoir ou pas. Et on peut se revoir une fois ou deux. On peut après devenir très proche, être juste des connaissances, des potes. J'aime bien ce truc aussi que nous permettent les réseaux sociaux. C'est rare quand même, les gens osent pas trop. Les gens osent pas trop, mais je trouve que c'est dommage parce que C'est dommage. on est de plus en plus. Tu vois, regarde aujourd'hui, plein de gens racontent leur vie du matin au soir sur des stories et tout. Ce que je trouve, pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, c'est un peu un miroir, un reflet de ce qu'on est. Et je trouve que pour apprendre à connaître les gens, il faut les rencontrer, leur poser des questions, comme ce que tu fais avec ce podcast. Et je trouve que c'est un truc qu'on a perdu l'habitude de faire. Et les gens sont de plus en plus tournés vers eux-mêmes. Et on a la chance, avec justement les réseaux sociaux, de pouvoir sympathiser, accrocher, garder un contact, cette espèce de petit fil. Et je trouve ça toujours chouette d'apprendre des autres, des uns et des autres, et à travers le parcours, à travers ce que les gens font, et de se donner des tips, des ressentis, d'avoir des retours d'expérience, et je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez. Moi, je le fais j'aime bien, tu vois, même au sein de la boîte, chez Webedia, quand il y a quelqu'un avec qui je sympathise, j'aime bien caler un déj, comprendre comment il travaille, ce qu'il fait, et c'est un truc, je trouve, que j'essaie de faire et qui permet de rencontrer. Donc, pour mieux me connaître, venez, buvez des cafés avec moi. Non, mais parce que ouais, on peut discuter et souvent, d'ailleurs, c'est un truc que j'aime beaucoup quand les gens font ça. Tu sais, parfois on m'écrit en me disant « Ah, il y a un tel qui m'a donné ton mail, soit je cherche du taf ou je me pose des questions. » Et j'essaie toujours de caler un café, ou un déj rapidement ou quelque chose, parce que je trouve que c'est toujours riche d'échanger avec les gens. Et j'aime bien la démarche aussi voilà, une espèce de prise de contact, et je trouve que c'est toujours un chouette moment, et les gens le font pas assez selon moi. Merci beaucoup Mathieu. Merci Sarah. Merci. Salut. Un grand merci à Mathieu d'avoir pris le temps de partager son histoire. Pour le suivre, rendez-vous sur Instagram, sur le compte mfox, ou sur Twitter, sur @profitesendieu. Toutes les infos sont dans le détail de l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Vous pouvez également m'écrire via Instagram sur le compte caféine-du8 podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation.